Chers étudiants, bonjour. Dans cette partie de cours, nous allons voir le cycle biologique et les organoproducteurs chez une espèce type de ptéridophyte. Alors tout d'abord, le mot ptéridophyte, c'est un mot composé de ptéris qui veut dire fougère et phyton qui veut dire plante. Il regroupe généralement 5 classes, à savoir les psillophytes, les lécophytes, les sphénophytes et les félécophytes, qu'on appelle bien sûr fougères au sens strict du terme. Ce sont généralement des plantes vivaces par une tige souterraine qu'on appelle bien sûr rhizome, qui est horizontale, et qui sont généralement fréquentes dans les zones humides et ombragées. Alors, comme le cas des bryophytes, les ptéridophytes sont des cryptogames, ça veut dire que dans l'appareil producteur, il est caché, donc il n'est pas visible. Vasculaire, ça veut dire qu'il présente un tissu conducteur, en l'occurrence xylème et phloème. Ce sont les premières plantes trachéophytes terrestres, dépourvues bien sûr de graines et de fleurs, ça veut dire qu'ils n'ont ni graines ni fleurs. Certaines espèces de ptéridophytes sont homosporées, ça veut dire qu'ils présentent un seul type de spore, et d'autres espèces sont hétérosporées, ça veut dire qu'ils présentent deux types de spores, à savoir des microspores et des mégaspores. Alors bien sûr, quel que soit le type de spore, les spores libérés sont généralement haploïdes, ça veut dire qu'ils sont généralement à un chromosome, comme le cas bien sûr de l'ensemble bien sûr des cormophytes. Il faut noter que chez les ptéridophytes, comme le cas bien sûr des cormophytes, il n'y a pas de spore à deux N chromosomes. Alors en bas de la diapo, nous avons bien sûr donc illustré en photo quelques exemples de plantes de ptéridophytes. Là, c'est la capillaire que vous avez donc vu en TP. Ça, c'est la selaginelle. Et là, c'est la fougère mâle qu'on trouve généralement chez les pépénéristes. Au niveau bien sûr des organoproducteurs, comme chez les bryophytes, ils sont représentés par des gamétonges mâles qu'on appelle entérédies. Alors les entérédies à maturité libèrent des entérozoïdes qui sont flagellés, qui sont mobiles. Voilà, on voit très bien bien sûr, donc on a schématisé pour vous donc une entérédie. Donc là bien sûr l'entérédie, et à maturité il y aura rupture de la paroi et libération d'un grand nombre bien sûr d'entérozoïdes qui sont bien sûr donc flagellés, ça veut dire qu'ils sont mobiles et qui sont de petite taille. À côté bien sûr de ce gamétonge mâle, il y a le gamétonge femelle qu'on appelle archégone en forme de bouteille. Là, on voit très bien, bien sûr, donc le ventre, bien sûr, de l'archégone qui est surmonté, bien sûr, par un col. Et là, on voit très bien, le canal de col. Et à l'intérieur, il y a le gamète femelle qu'on appelle osphère, qui est généralement de grande taille et immobile, comme le cas, bien sûr, des bryophytes. Alors, les entérédies et les archégones sont généralement formés sur la face inférieure du gamétophyte. Alors chez les ptéridophytes, le gamétophyte il est généralement de petite taille en forme de lame cordiforme, ça veut dire donc en forme de cœur, on le voit ici, de quelques millimètres de long, qui est généralement appelé protale. Alors donc on le voit ici, donc vous avez donc le gamétophyte, il est en forme bien sûr de lame, donc il présente une forme thalloïde, c'est pour cela qu'on l'appelle un protale, et bien sûr de forme cordiforme en forme de cœur. Alors bien sûr donc à la face à maturité, le protale forme à la face inférieure les gamétonges femelles qu'on appelle archégones, et en bas on trouve bien sûr les gamétonges mâles qu'on appelle entérédies, et bien sûr donc le gamétonge donc, ou bien le protale, il se fixe bien sûr au substrat par des filaments qu'on appelle bien sûr des rhizoïdes. Alors on voit très bien ici sous microscope au grossissement bien sûr donc le thalme. Et là, on voit très bien, bien sûr, en forme de lame cordiforme, donc une forme thalloïde, donc c'est pour cela qu'on l'appelle protale. Et on voit très bien, bien sûr, des filaments, donc les rhizoïdes qui permettent de fixer, bien sûr, donc le protale au substrat. Alors au niveau bien sûr du sporophyte, alors contrairement à ce qu'on a vu au niveau des bryophytes, on a vu au niveau des bryophytes que la plante feuillée c'était bien sûr le gamétophyte. Alors chez bien sûr donc les ptéridophytes, alors la plante feuillée c'est essentiellement le sporophyte, c'est l'opposé bien sûr des bryophytes. Alors chez les bryophytes, la plante feuillée c'était essentiellement le gamétophyte. Alors chez les ptéridophytes, eh bien c'est le sporophyte qui devient la plante feuillée, avec bien sûr des feuilles qui vont de grande taille, qui vont assurer bien sûr la photosynthèse. Alors ce qu'on vous a montré bien sûr en TP au niveau de la capillaire, ça c'est un exemple bien sûr de sporophyte. Alors on voit très bien ici, bien sûr un exemple de sporophyte, on voit très bien bien sûr donc le rhizome, et là vous avez donc les racines adventives, et là donc les feuilles de grande taille qu'on a appelées bien sûr fronte. Alors à maturité, le sporophyte sur sa face inférieure forme bien sûr ce qu'on appelle des sores. Alors les sores, c'est un regroupement, c'est un amas de sporanges qui sont généralement protégées, bien recouvertes par une membrane qu'on appelle indusie. Alors donc retenez que bien sûr donc les sporanges chez les ptéridophytes se forment généralement sur la face inférieure et ils sont regroupés en sores, ça veut dire un amas, un regroupement bien sûr de sporanges et qui sont généralement protégés par une espèce d'écaille, une membrane
qu'on appelle bien sûr donc indécis. Alors donc on a schématisé pour vous donc une espèce de sort. Ça c'est bien sûr donc la fronde, ça c'est la face supérieure, ça c'est la face inférieure. Alors cette sort elle est formée par une indusie, donc là c'est l'indusie, donc qui est l'enveloppe protectrice bien sûr des sporanges. Et là à l'intérieur on voit très bien les sporanges avec la capsule sporangiale. Et là donc ils sont reliés bien sûr donc à la fronde par un filament qu'on appelle bien sûr donc pédicelle. Alors comment se fait la libération des spores au niveau bien sûr des sporanges? Alors la libération se fait essentiellement par un processus qui est purement mécanique, ça veut dire donc un processus qui est passif, qui n'implique pas bien sûr de l'énergie, alors qui est lié à la présence bien sûr au niveau de la paroi d'un anneau mécanique ou bien qu'on appelle assise mécanique ou bien anneau de déhiscence. Alors exactement, lorsqu'on passe de la phase, par exemple de l'hiver vers bien sûr donc l'été, alors donc on va voir qu'il y aura bien sûr déshydratation bien sûr des cellules. Alors on voit très bien le processus ici, donc les cellules en état de turgescence, hydratées, et là bien sûr donc les cellules de l'anneau, alors juste pour information, alors là bien sûr donc vous voyez bien sûr donc au niveau de l'anneau initial, vous avez donc les parois latérales sont lignifiées, et la paroi interne est lignifiée également. Par contre, la paroi externe elle est mince, elle n'est pas lignifiée, donc elle est bien sûr donc moins rigide. Alors les parties bien sûr lignifiées sont plus rigides. Alors en état de turgescence, vous avez donc les cellules donc ils sont normales, mais en état de plasmolyse, on était essentiellement, alors les cellules de l'anneau mécanique, bien sûr, se déforment, et cette déformation provoque bien sûr une tension au niveau bien sûr des autres cellules de la paroi, ce qui va induire bien sûr une rupture de la paroi au niveau d'une zone fragilisée, et cette rupture va permettre la libération bien sûr des spores. Là, au niveau de cette photo, on voit très bien bien sûr donc l'anneau mécanique ou bien l'anneau de déhiscence. Et là, vous voyez bien sûr donc la rupture au niveau de la paroi, bien sûr, du sporange. Et là, on voit très bien, bien sûr, donc les spores qui sont colorés en jaune et bien sûr donc leur libération à travers bien sûr donc cette ouverture. Alors au niveau bien sûr du cycle de reproduction, comme le cas bien sûr des bryophytes, donc ce cycle il est formé par deux phases, deux générations. Vous avez donc la génération haploïde qui est représentée essentiellement par un protal, et vous avez donc la génération diploïde à deuxième chromosome qui est représentée par la plante feuillée, je répète, qui est bien sûr donc le sporophyte. Alors comme on l'a dit tout à l'heure, on était bien sûr au niveau de l'anneau mécanique ou bien l'anneau de déhiscence ou bien l'assise mécanique, ou ce qu'on appelle également annulus. Donc les cellules vont se déshydrater, donc vont passer bien sûr de l'état de turgescence vers l'état de plasmolyse, ce qui va induire bien sûr une déformation bien sûr de cet anneau mécanique, ce qui va induire par la suite bien sûr une rupture de la paroi au niveau d'une zone fragilisée, et ça va permettre la libération bien sûr des spores qui sont généralement à N chromosomes. Les spores libérés sont généralement haploïdes. Alors les spores, une fois qu'ils trouvent les conditions favorables, vont germer pour donner bien sûr donc un jeune protal, alors un jeune gamétophyte qui a N chromosomes. Alors le jeune gamétophyte va évoluer pour donner un protal. Voilà, donc mature, donc avec bien sûr ces résoïdes qui lui permet bien sûr de se fixer au substrat, et il y a la formation des gamétonges femelles qu'on appelle archégones, et à la base vous avez donc les gamétonges mâles qu'on appelle bien sûr entérozoïdes, comme le cas bien sûr des bryophytes. Alors à maturité, vous avez donc la paroi de l'entérédie donc qui va bien sûr s'ouvrir, donc il y aura une rupture de la paroi, ce qui va permettre la libération des entérozoïdes qui sont de petite taille, mais bien sûr comme le cas des bryophytes, ils sont bien sûr donc flagellés, ça veut dire qu'ils sont mobiles. Alors donc le fait d'avoir des entérozoïdes bien sûr flagellés montre bien que, comme le cas des bryophytes, la présence de l'eau elle est indispensable, bien sûr, pour assurer le transport de ces entérozoïdes jusqu'au contact, bien sûr, de l'osphère et permettre, bien sûr, la fécondation. Donc, la fécondation, comme le cas des bryophytes, est une fécondation qui dépend de la présence de l'eau dans le milieu extérieur. Alors, une fois que les entérozoïdes arrivent au contact, bien sûr, de l'osphère, donc qui est à l'intérieur, qui est de grande taille et mobile, à l'intérieur, bien sûr, de l'archégone. Alors, donc, le premier entérozoïde qui entre en contact avec l'osphère, donc, le noyau de celui-ci donc, va fusionner avec le noyau de l'osphère pour former bien sûr donc la première cellule à deuxième chromosome qu'on appelle bien sûr zygote. Alors je répète, la fécondation, vous voyez bien sûr que la fécondation il a lieu à l'intérieur bien sûr de l'archégone. C'est les entérozoïdes bien sûr qui sont mobiles. Par contre, bien sûr, donc l'osphère, il est de grande taille mais immobile. Alors le fait d'avoir des entérozoïdes de petite taille et mobiles, alors que le gamète femelle qui est l'osphère est de grande taille, il est immobile, comme le cas des bryophytes, la fécondation, elle est de type oogamie et elle dépend bien sûr du milieu extérieur, c'est-à-dire qu'elle dépend de la présence de l'eau dans le milieu extérieur, c'est une fécondation qui est aquatique. Alors une fois que le zygote il est formé,
donc le zygote n'entre jamais, comme le cas des bryophytes, n'entre jamais en dormance. Il va subir plusieurs métoses et ça va donner bien sûr un jeune embryon à deuxième chromosome. Alors vous voyez bien sûr le jeune embryon à l'intérieur toujours donc des cellules du gamétophyte qui sont à N chromosome. Alors là vous avez donc le jeune embryon à deuxième chromosome va évoluer pour donner bien sûr un jeune sporophyte qui est à deuxième chromosome. Là bien sûr donc vous voyez bien sûr le gamétophyte qui persiste à N chromosome. Alors le jeune sporophyte il va vivre aux dépens, lorsqu'il est jeune, il va vivre aux dépens du gamétophyte. Ça veut dire qu'il va parasiter le gamétophyte lorsqu'il est au stade bien sûr jeune. Là, on voit très bien donc, dans cette photo, vous avez donc le protal, il est là, et là vous avez donc la première jeune feuille, c'est-à-dire la fronde du sporophyte. Donc ça veut dire qu'à l'état jeune, le sporophyte, il dépend bien sûr du gamétophyte pour sa survie et son développement. Alors une fois que le sporophyte devient mature, donc il met en place bien sûr son rhizome et ses racines adventives, il devient indépendant bien sûr du gamétophyte. Alors le gamétophyte disparaît complètement, donc on ne retrouve plus le gamétophyte lorsque le sporophyte il est bien sûr donc au stade adulte. Alors contrairement aux bryophytes, alors on a vu bien sûr chez les bryophytes que le sporophyte dépend du gamétophyte aussi bien au stade jeune qu'au stade adulte. Alors chez les ptéridophytes, le sporophyte ne dépend du gamétophyte qu'au stade jeune. Alors qu'au stade adulte, il devient indépendant, donc avec bien sûr donc, son rhizome et ses racines adventives. Donc le gamétophyte disparaît donc, lorsque le sporophyte il est au stade jeune. Alors bien sûr à maturité, les frondes, on voit très bien bien sûr donc les frondes, ils sont là. Là, vous avez donc les jeunes feuilles en crosse, ça c'est le rhizome, et là ce sont les racines adventives. Alors on a dit bien sûr donc que à maturité, les frondes sur leur face inférieure vont former bien sûr des sporanges qui sont regroupés en sorte et qui sont protégés bien sûr par une indusie. Alors donc une fois que les sporanges arrivent à maturité, essentiellement en été, alors l'indusie va se détacher, et tombe au sol, et les sporanges bien sûr donc vont s'ouvrir donc par comment dirais-je le fonctionnement de l'anneau mécanique ou bien l'anneau de déhiscence, et ça va permettre la libération des spores qui sont à N chromosome. Alors, ce qu'on va retenir bien sûr de ce cycle de développement au niveau des ptéridophytes, alors comme le cas des bryophytes, la fécondation est aquatique, ça veut dire qu'elle dépend de la présence de l'eau dans le milieu extérieur avec des entérozoïdes qui sont flagiles, ça veut dire qu'ils sont mobiles. L'osphère est de grande taille et mobile. Donc la fécondation, comme le cas des bryophytes, il est de type ookamine. Alors contrairement aux bryophytes, le sporophyte à deuxième chromosome et gamétophyte à un chromosome sont indépendants à maturité. C'est-à-dire le sporophyte dépend du gamétophyte uniquement au stade jeune. Ça veut dire qu'il y a une dépendance partielle. Par contre, chez les bryophytes, il y a une dépendance totale entre sporophyte et bryophyte. Ça veut dire que le sporophyte vit bien sûr aussi bien au stade jeune ou bien au stade adulte, au dépend bien sûr du bryophyte. C'est-à-dire il le parasite aussi bien au stade jeune qu'au stade adulte. Par contre, chez les ptéridophytes, bien sûr la dépendance elle est partielle. Le sporophyte ne dépend du gamétophyte qu'au stade jeune. Au stade adulte, il devient indépendant. La phase, bien sûr, au niveau des ptéridophytes, donc la phase bien sûr diploïde, donc la phase sporophytique qui est représentée par un sporophyte est dominante. Par contre, la phase haploïde, il n'est pas dominante. Donc c'est un cycle qui est digénétique, diplo-haplophasique. Et merci de votre attention et je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo, Inch'Allah.